Nous sommes donc de retour, mesdames et messieurs, après ce clin d'œil fait à nos partenaires. Vous êtes sur Canal 2 International au cadre de Canal Matin. Et tout de suite, on va aller dans les différents kiosques pour savoir ce que les journaux nous disent ce matin. Je sais quand même que dans certaines parutions, on reviendra sur le décès de Halim Garga Hayatou, qui était donc secrétaire d'État à la santé publique en charge des épidémies et de la pandémie. Et donc, nous recevons Michael Tipio pour le cadre de la revue de presse. Antenne de Douala. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fidil, bonjour Patricia. Je vous en prie. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très belle chemise. Merci beaucoup, merci monsieur. Alors, qu'est-ce que les journaux nous disent ce matin? Eh bien, on va commencer ici, vous l'avez dit, avec la nouvelle expression. Il ne vous a pas échappé que nous sommes le 6 avril. Et le 6 avril nous rappelle un autre 6 avril, celui de 1984, avec ce que le journal appelle la prophétie des putschistes de ce 6 avril 1984, eux qui dénonçaient une sorte de corruption généralisée au cœur de l'État du Cameroun, plus de 37 ans après ce coup d'État manqué. Les faits, le message des mutins reste d'une brûlante actualité, écrit le journal La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui, qui en veut pour preuve l'opération Épervier, qui retentit comme une véritable prophétie pour ces putschistes, de la dénonciation par Paul Biya d'un complot à la revalorisation des pensions des officiers putschistes, de nombreux faits mis à l'actif de ces mutins à travers le message publié intégralement par le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour, des extraits de ces messages que le journal qualifie de brûlante actualité aujourd'hui, ces différentes dénonciations qui sont encore ancrées dans l'actualité de notre pays aujourd'hui. C'était donc un message prophétique selon La Nouvelle Expression. Le message des mutins dans le contexte de l'opération Épervier retentit donc comme une véritable prophétie et reste d'actualité. Le journal nous propose aussi une tribune de Saint-Éloi Bidoum, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, militant exclu. Opération Épervier à tête chercheuse et à géographie préférentielle. Quand le lion dévore ses lionceaux, c'est le titre de cette tribune de Saint-Éloi Bindoung pour verser au dossier de ce 6 avril 1984 dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Et vous l'avez dit tout à l'heure, le journal s'intéresse aussi aux obsèques d'Halim Hayatou. Halim Hayatou qui s'est éteint hier des suites de maladies, vaincu par la pandémie du coronavirus. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique s'est éteint hier aux premières heures des suites de maladies à Yaoundé. On sait simplement que l'homme qui montrait tout de même des signes de fatigue ces derniers temps a été aperçu en public la dernière fois le 25 mars dernier aux côtés du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, à l'occasion de la remise d'un don de matériel destiné à renforcer l'accès aux tests de diagnostic contre le Covid-19, puis Halim Agaga Hayatou disparaîtra de la scène jusqu'à ce qu'on apprenne son décès. Hier, 5 avril, le journal nous fait redécouvrir son parcours. Diplômé de l'ENAM, il a été secrétaire d'État au ministère de la Santé publique pendant de nombreuses années, lui qui a vu passer des dizaines de ministres de la Santé publique. Le journal nous dresse son portrait en parlant également de sa dimension traditionnelle, chef traditionnel, l'Amido de Garoua précisément, où la localité porte le deuil depuis l'annonce de son décès, écrit La Nouvelle Expression. Le Messager en parle aussi aujourd'hui en termes de carnet noir. Carnet noir pour Le Messager ce jour avec cette dernière consultation d'Halim Hayatou, le secrétaire d'État chargé de la lutte contre les pandémies et des épidémies, qui a rendu l'âme hier. Le ministre le journal en parle aujourd'hui avec cette dernière actualité autour d'Halim Hayatou qui remonte au 2 mars dernier, où nos confrères du quotidien Mutation annonçaient à la une que le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies était sevré de budget, ulcéré par cette situation d'inconfort qui le mettait à l'étroit. Ce dernier avait écrit au ministre de la Santé publique à printemps pour lui demander pourquoi il lui coupait les vivres, surtout en ces temps où la résurgence du Covid-19, doublée des alertes de choléra et autres grandes maladies secouait le pays. Eh bien, l'infortuné tire dans sa révérence à 75 ans sans avoir reçu d'accord favorable et même de réponse de la part de son supérieur hiérarchique qui a brillé par une incroyable indifférence face à cette interpellation, écrit
écrit le messager. Le Lamido Vénard et très docile a donc tiré sa référence, transfuge de l'UNDP, où il y a passé un bref séjour infructueux avant de rejoindre le RDPC, le Lamido de Garoua, et jusqu'à sa mort, celui qui détient le record de longévité dans le gouvernement de Paul Biya, car secrétaire d'État au ministère de la Santé publique depuis décembre 1996, conclut le messager qui nous parle aussi de la lutte. Et nous parle aussi, effectivement, voilà, cette fois-ci des nominations à la délégation générale à la sûreté nationale. Le journal qui revient sur les non-dits des nominations à la police. La dernière mouture du vaste mouvement des fonctionnaires de la délégation générale à la sûreté nationale a été l'objet, écrit le messager, de tripatouillage et de marchandage de toutes sortes. Résultat des courses, beaucoup de curiosité et d'incohérence entoure cet acte présidentiel. Lorsqu'on gratte le vernis sur la genèse du vaste mouvement intervenu au sein du corps de la police nationale, il apparaît, selon des sources internes citées par le messager aujourd'hui, que le secrétaire général de la police, après avoir préparé avec minutie des textes, les a soumis au délégué général à la sûreté nationale pour arbitrage et appréciation. Ce dernier a coté le dossier au chargé d'études numéro 4 de la délégation générale à la sûreté nationale. C'est entre les mains de celui-ci qui fait la pluie et le beau temps dans la police camerounaise que les mouvements parvenus à la présidence de la République ont subi des tripatouillages, dénonce le messager. Il en va de même des recrutements sur concours des jeunes Camerounais dans ce corps au cœur de moult marchandages et de favoritisme. Le journal en profite pour questionner l'orthodoxie au sein de la délégation générale à la sûreté nationale. Des faits et bien d'autres à découvrir en page 4 de ce journal qui donne des clés pour comprendre ce qu'il appelle ce tripatouillage, vaste tripatouillage au sein de la police camerounaise, qui a fait l'objet justement de nominations il y a quelques jours maintenant. L'hebdomadaire L'Indépendant est également en kiosque aujourd'hui. Le bi-hebdomadaire nous offre un devoir de mémoire 6 avril 1984, 6 avril 2021. Le spectre d'un coup d'État qui plane toujours sur le Cameroun 37 ans après. Retour sur les circonstances d'une mutinerie qui a failli renverser l'homme du 6 novembre 1982. Le journal nous demande ce jour comment le Grand Nord a voulu se débarrasser de Paul Biya. Il y a 37 ans, le président de la République échappait justement à une mutinerie qui n'a pas révélé toutes les zones d'ombre. Et Max Panjo, à travers l'Indépendant, ce jour, dans la rubrique Téléphone rouge, nous donne des clés également pour comprendre ce mouvement du 6 avril 1984. Le journal parle aussi du cardinal Christian Thomy, parti comme le Christ. La nouvelle de sa disparition dans la nuit du vendredi 2 avril dernier, en plein Triduum pascal, a ému au-delà de la communauté catholique. Le journal parle de l'homme ce jour en dressant son portrait et en faisant également part de quelques messages d'hommage à lui rendus après son décès dans la matinée de samedi dernier. Vision économique en kiosque ce jour nous parle de crise énergétique au Cameroun. Qu'est-ce qui peut justifier ces ruptures à répétition d'énergie électrique dans notre pays? Eh bien, des consommateurs dénoncent une sorte de complot contre la sécurité de l'État du Cameroun dans un pays doté des hautes infrastructures énergétiques comme le Cameroun. Il est inadmissible que le pays reste plongé dans le noir pendant des semaines, si ce n'est un complot qui vise à pousser les populations dans la rue pour désavouer le régime de Yaoundé. Pour cette raison, les consommateurs exigent la dissolution du contrat d'Eneo et le recrutement d'une dizaine d'opérateurs de transport d'énergie en raison d'un opérateur par région. Des explications du ministre de l'Eau et de l'Énergie il y a quelques jours ne convainc pas ces associations de consommateurs qui tirent la sonnette d'alarme et lancent un cri d'alerte à l'endroit des pouvoirs publics pour mettre au banc l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique aujourd'hui. Tout comprendre sur ces ruptures d'énergie électrique, ces crises énergétiques observées au Cameroun depuis quelque temps. C'est en page 3 du journal Vision économique en kiosque ce jour qui parle aussi de l'état
du Cameroun qui prévoit environ 871 milliards de francs CFA pour relancer son économie, et une sortie du ministre des Finances sur la question est encore intégralement proposée et publiée par le journal Vision économique en kiosque ce jour. Le Soir est également en kiosque et parle aussi de cette crise énergétique dans notre pays et des explications du gouvernement il y a quelques jours. Le ministre de l'eau et de l'énergie, le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, les deux membres du gouvernement qui étaient face à la presse il y a quelques jours à Yaoundé. Le journal Le Soir revient sur cette mise au point du gouvernement au sujet de la rupture d'énergie électrique. On parle d'actes de vandalisme, de la vétusté de certains équipements dont les pièces n'ont pas pu être remplacées à cause de la pandémie du Covid-19, des pièces pourtant commandées mais qui ne sont pas arrivées au Cameroun à ce jour pour barrer la voie, pour mettre un terme à ces délestages à répétition enregistrés dans notre pays. Le Soir qui donne également la parole à l'Union des populations du Cameroun à travers une tribune, cette tribune de Robert Bapolipot, qui apporte son soutien à Emmanuel Macron, le président français, au sujet de la refondation des relations entre la France et l'Afrique. Le soutien de Robert Bapolipot à travers une tribune intégralement publiée par le journal Le Soir en kiosque ce mardi. Eden est également en kiosque, le journal d'expression anglaise qui revient sur le départ du cardinal Christian Toumi et sa dépouille, justement, qui a été filmée et publiée dans les réseaux sociaux et qui a créé une sorte d'indignation générale à travers le pays. Le ministre de la Santé publique qui a annoncé des sanctions à l'endroit des responsables de cet acte. Le journal qui annonce également des arrestations d'infirmiers ou de médecins autour de cet acte et nous propose également des oraisons funèbres du professeur Maurice Kamto, Grégoire Ona, Ni John Frundi, Prince Ekosso, Félix Kongo, Dr Munzou, l'ambassade des États-Unis, Samuel Kleda, Andrew Nkea, Abraham Kome, Jean Baga et bien d'autres qui rendent hommage au cardinal Christian Toumi dans les colonnes du journal Eden en kiosque aujourd'hui. Et on termine avec un autre journal d'expression anglaise, The Guardian Post, qui parle de cette manifestation des malades d'insuffisance rénale à Yaoundé, eux qui, une fois de plus, ont barré la voie à Yaoundé, perturbé le trafic, la circulation. Ils protestent contre la rupture des kits d'hémodialyse, des kits introuvables jusqu'alors. Pourtant, ces malades meurent dans de nombreux hôpitaux de la capitale camerounaise, faute de dialyse depuis quelques mois maintenant, écrit le journal qui en profite pour rendre hommage également au ministre Halim Ayatou, décédé hier de suite de Covid-19 à Yaoundé. Merci beaucoup Michael Tipio. Alors qu'on est rendu à exactement 7 heures passées de 16 minutes, votre avis compte pour ce fait de société, le fameux porte-monnaie magique qui fait des victimes beaucoup plus au sein de la classe juvénile depuis que les marabouts et autres diseurs de bonne aventure ont donc décidé d'envahir la toile. Alors comment expliquer cette tendance de la jeunesse à la facilité, encore que ça ne date pas d'aujourd'hui? Vous expliquez ça comment, vous Michael? Expliquer, je ne suis pas sûr que je puisse trouver des mots pour expliquer un tel phénomène, vous l'avez dit, qui commence à monter quand même en intensité dans notre pays, le phénomène de porte-monnaie magique. Bon, porte-monnaie magique, je ne sais pas comment ça se passe exactement, je vous l'avoue, mais je sais que la toile est inondée par de messages de ces marabouts, vous l'avez dit tout à l'heure, qui proposent aux jeunes d'accéder facilement à de l'argent, des biens matériels et bien d'autres à travers des porte-monnaies qui sont supposés produire de l'argent. Bon, c'est quelque chose de véritablement magique, mais on voit des jeunes qui s'y adonnent, qui se ruent vers cette affaire, vers cette quête de l'argent facile, malheureusement, et qui drainent de nombreuses conséquences. J'ai également regardé, peut-être comme vous, des messages de quelques-uns d'entre eux sur les réseaux sociaux toujours, de jeunes, parfois à la limite de la folie, de la démence, qui pleurent et crient en disant non, ils ne veulent plus recevoir de cet argent, ils veulent rendre le porte-monnaie et tout. Bon, c'est quelque chose de regrettable qu'on a vu arriver, malheureusement, mais on a
pas fait grand-chose de mon point de vue pour barrer la voie à cela, mais aujourd'hui que le phénomène est ancré au sein de la société, vous l'avez dit, des jeunes qui courent énormément vers cette affaire sans réfléchir. Parfois, vous l'avez dit, vous demandez qu'est-ce qu'il peut expliquer. Bon, déjà on vous dira que c'est des gens qui ne parviennent pas à trouver un emploi, le chômage ambiant et tout, et puis des gens désespérés se retrouvent à rentrer dans des affaires compliquées, des pratiques parfois difficiles sans mesurer les conséquences à l'avenir. Et vous voyez les conséquences, justement, c'est quelques temps après qu'on se rend compte qu'on a pris le mauvais chemin. Je crois qu'il y a une grande question d'éducation également. Il faut éduquer ces jeunes-là. C'est pas parce qu'on se retrouve au chômage, parce que c'est des justificatifs qu'on a parfois lus, parce qu'on est dans une situation difficile, on ne parvient pas à trouver un emploi, qu'on va rentrer dans des histoires compliquées comme celle-là, où on n'arrive pas à sortir après, parce qu'une fois qu'on est rentré, il est compliqué d'en sortir. Parfois, il y en a qui laissent leur vie, qui payent de leur vie, ou alors qui sont obligés de faire payer de la vie des autres. Ouais, c'est une histoire vraiment assez compliquée et ambiguë. Et je crois qu'on ne peut que regretter que l'on ait laissé prospérer une telle affaire, et de façon aussi exponentielle, parce qu'il faut également noter que ceux qui proposent ces services ne se cachent pas, ils le font sur les réseaux sociaux à coup de publications à longueur de journée. On vous dit, voilà, du marketing à outrance, d'ailleurs, et puis des gens adhèrent, des gens souscrivent et tout, et après les conséquences suivent seulement plus tard. C'est une affaire qu'il faut regretter, tout simplement. Peut-être s'arranger à traquer les responsables de ces affaires. Comme je le disais, parfois ils font un visage découvert, à les traquer, les retrouver pour mettre un terme à ce phénomène qui gangrène énormément notre société. Autrefois, c'était peut-être connu sous une autre appellation. On parlait de vivre jeune, vivre heureux et mourir jeune, sauf que ça se faisait un peu sur le moyen terme. Moi, aujourd'hui, c'est un peu, donc c'est sur le court terme. Donc, généralement, quand les enfants, d'après ce qu'on peut lire sur la toile, quand ils ont pris ce porte-monnaie magique, ça ne tarde pas. Donc les conséquences ne tardent pas la plupart du temps. Donc c'est dû au fait qu'aujourd'hui on entretient beaucoup plus, on va dire, la vision de l'apparence, c'est-à-dire qu'on est plus porté vers les signes extérieurs de la richesse, du bonheur. Comme quoi, si on a une voiture, si on a peut-être, je sais pas, un jet privé, c'est que forcément on a réussi. Donc il faut peut-être rééduquer évidemment la jeunesse sur le sens même évidemment de la réussite. Je pense que c'est important aussi. Oui, effectivement. Ouais. Je crois qu'il faut cultiver les valeurs du travail, les valeurs de la témérité, et puis l'esprit de paresse, l'esprit de facilité, c'est des choses qui doivent être bannies. Et c'est pour ça que je parlais d'éducation tout à l'heure. Tout ça, ça va de la cellule familiale d'abord, elle-même, où on doit inculquer aux enfants ces valeurs de travail, de courage, d'abnégation, de témérité, ne pas céder à cet esprit de facilité, comme on voit aujourd'hui à partir de la cellule familiale. Je le disais, dans de nombreuses églises, on parlait encore d'églises ici hier, ça ne doit pas être seulement des lieux où on va s'asseoir, écouter les paroles, non, des conseils vont aussi de là à l'église, à l'école et bien d'autres. Je crois que toute la société, toutes les couches de la société doivent justement se mettre ensemble pour éduquer, pour inculquer ces valeurs-là, ces valeurs que l'on perd de plus en plus aujourd'hui à ces jeunes, pour qu'on évite la catastrophe, parce que tel que les choses se passent là, on s'achemine clairement vers une véritable... Oui, peut-être qu'on peut être d'accord avec le fait que voilà, il faut rééduquer la jeunesse, mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que le fait que les jeunes plongent là-dessus tête basse, c'est une manière d'attirer l'attention peut-être des services publics sur le chômage et autres, parce que naturellement, lorsque vous allez voir des jeunes, ils vont vous dire que, ils vont vous prendre le prétexte du chômage, tout en disant que ouais, il n'y a pas de possibilité pour nous au pays. Aujourd'hui, de moins en moins, ils vont à l'étranger par le biais de la mer et tout. Donc, la facilité vient à eux. Est-ce que ce n'est pas une façon d'attirer l'attention des services publics sur... Comme je disais tout à l'heure, je ne pense pas que cet état de choses puisse justifier cette ruée vers cette affaire de
de porte-monnaie magique. Ils sont nombreux qui sont au chômage au Cameroun. Je crois que si une fois qu'on est au chômage, il fallait se lancer dans des affaires aussi faciles, aussi simples, je crois qu'on aurait une société totalement décimée aujourd'hui, parce que à la clé, au finish, on vous explique effectivement quand on est rentré dans cette affaire, on laisse de sa vie ou alors on va attenter à la vie d'un autre. Je crois qu'on aurait une jeunesse totalement décimée aujourd'hui. Il y en a qui n'ont jamais trouvé un emploi, encore qu'il faut définir le chômage, le sous-emploi et autres. Encore que pour avoir un emploi, il faut avoir de la qualification dans un domaine précis. Il y en a qui refusent carrément d'aller par exemple à l'école, mais veulent absolument avoir également un emploi. Là, c'est des possibilités qui ne peuvent pas se faire, mais ils sont nombreux, effectivement, qui ont été à l'école, qui sont conducteurs de mototaxi et bien d'autres qui se battent au quotidien pour vivre. Ce n'est pas que nous encourageons peut-être la fonction de mototaxi, mais également, oui, vous le dites, peut-être en fond, il faut justement attirer l'attention des pouvoirs publics sur la question et peut-être créer beaucoup plus d'emplois, peut-être donner la possibilité à ces jeunes-là de s'épanouir, de trouver un travail, de pouvoir travailler pour éviter de céder à ces sirènes de la facilité et bien d'autres. Oui, je suis d'accord avec vous, mais de là à justifier la ruée vers cette affaire, je crois que c'est le pas que nous ne devons pas faire. Mais depuis quelques temps aussi, on décrit le fait que les jeunes sont en perte de repères parce que qui sont vos modèles? Si vos modèles sont des femmes, par exemple, il faudrait que l'échelle des valeurs soit recentrée, soit remis au beau fixe, parce qu'on se rend compte aujourd'hui dans nos sociétés que l'échelle des valeurs est renversée. Exactement. Et vous avez parlé de modèles tout à l'heure. Les modèles sont lesquels aujourd'hui? Qui prend-on pour modèle aujourd'hui? C'est la grosse interrogation. Et si vous êtes en panne d'idées, je peux vous suggérer des modèles, hein, d'ailleurs sur ce plateau, parce que ça fait quelques temps, on lui a décerné un prix, le prix justement du journaliste meilleur présentateur de journal télévisé au Cameroun, Michael Chipio, donc félicitations en passant. Merci, donc des modèles comme Vigile par exemple, parce que c'est des grands bosseurs. Modèle, écoute, je crois que c'est un peu trop. Bon, ouais, c'est la modestie. En tout cas, merci beaucoup Michael. On va se séparer sur cette note de bonne humeur. En se donnant donc rendez-vous demain, il sera pratiquement 7h, 1h de moins en heure GMT. On sera tout autant heureux de vous accueillir. Portez-vous comme un ange. Portez-vous bien également. Bonne journée à vous, Fidjil, et à tous ceux qui nous regardent ce matin. Et surtout, allez dans les différents kiosques pour vous abreuver à la bonne source. Et donc, on va faire un autre clin d'œil à notre partenaire, enfin, à nos partenaires, et puis on revient pour la suite de ce programme. À tout de suite.